Amis investisseurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est tout simplement de vous partager en détail la stratégie que j'ai utilisée pour bâtir mon portefeuille avec la crise qu'on subit actuellement et vous montrer même dans le détail la composition de mon portefeuille avec l'ensemble des valeurs que j'ai actuellement sur mon portefeuille boursier. Alors pourquoi j'ai choisi de le faire maintenant, de vous montrer dans le détail tout ça actuellement? Parce que je trouve que c'est le bon moment, le moment est assez opportun pour vous montrer un peu plus en détail la stratégie que j'ai utilisée. Voilà, donc juste pour info, c'est un portefeuille un peu particulier que j'ai quand même pas mal adapté avec le contexte actuel. Donc il est clairement différent de la manière dont je gère mon portefeuille habituellement. Voilà, donc l'idée c'est pas évidemment que vous le copiez directement, mais plus de se challenger sur une idée de portefeuille et que vous puissiez peut-être faire des retours par rapport à ce que vous semble bien ou moins bien sur la construction du portefeuille que j'ai eu. Voilà, moi je suis vraiment preneur des critiques si vous en avez, ça permet de faire progresser tout le monde, donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires par rapport à ça. Donc premier point, ce que je vous propose c'est de faire un point sur les marchés actuels, puisqu'on a eu quand même un fort rebond encore les derniers jours, les dernières semaines, donc c'est intéressant de commencer par ce point de départ, et c'est également avec ces points de départ là qu'on va pouvoir, que je vais pouvoir vous expliquer les raisons de la construction de mon portefeuille. Ensuite je vous montrerai la stratégie que j'ai utilisée pour construire ce portefeuille, quelles sont les hypothèses de départ que j'ai utilisées et un peu les grands choix stratégiques que j'ai utilisés. Ensuite on verra tout simplement la composition de ce portefeuille, donc au 17 avril, donc aujourd'hui on est le dimanche 19 avril, donc le portefeuille que j'avais vendredi soir en clôture. Donc je vous montrerai ça en détail. Et enfin les perspectives que je souhaite avoir sur la construction de ce portefeuille en fonction des évolutions de marché que l'on aura. J'avais prévu également de vous présenter les performances que j'ai eues depuis le début de l'année, également les performances historiques que j'ai eues sur la gestion de ce portefeuille boursier. Bon, ça aurait fait de nouveau une vidéo un peu longue à mon avis, donc je garde ce sujet performance pour une prochaine vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc on va rentrer d'abord sur le point sur les marchés actuellement. Donc actuellement, comme je disais, on a eu un fort rebond donc les derniers jours, notamment sur le marché américain évidemment, qui est le driver principal de tous les marchés boursiers mondiaux. Ce qu'on peut voir par rapport aux valorisations, donc je vous remonte ce graphique que je vous avais montré sur la dernière vidéo, en fait qui montre l'évolution des bénéfices des sociétés par rapport au cours boursier. Donc on a une évolution des PER, donc l'évolution qu'aurait le cours boursier en fonction des différents niveaux de PER, et donc évidemment le S&P 500 parallèle. Donc comme on l'avait vu avant le crack qui a eu lieu donc fin février début mars, on était à une valorisation du marché qui est aux alentours d'un PER de 20, c'est-à-dire 20 fois on paye à peu près 20 fois les bénéfices sur les cours moyens du S&P 500. On voyait que déjà historiquement on était quand même sur des niveaux de valorisation assez élevés. Voilà, donc on a eu le crack qui nous a baissé les cours jusqu'à un niveau de PER aux alentours des 13-14, mais évidemment par rapport aux bénéfices de 2019. Et donc suite au rebond, on est maintenant aux alentours des 17-18 fois les bénéfices de 2019 et on commence un peu à anticiper les bénéfices de 2020 qu'auront les sociétés qui composent le S&P 500. Alors d'ailleurs on peut voir qu'il y a les lignes en bleu qui commencent à corriger assez brutalement, donc ça c'est lié évidemment aux anticipations de baisse des bénéfices et du coup de la réduction en tout cas de la baisse des cours avec les différents niveaux de PER, et donc on voit que malgré ces petites baisses, ces démarrages de baisse qui à mon avis déjà sont qu'un démarrage, c'est-à-dire si on regarde par rapport à 2008-2009, on avait eu des baisses beaucoup plus marquées et il est quand même probable que de nouveau on ait des baisses quand même très marquées au vu du contexte économique et du niveau de confinement mondial qu'on a, des niveaux de baisse de PIB qui commencent à être annoncés un peu dans tous les pays qui seront a priori de l'ordre de 8 à 10%. Donc voilà, on peut vraiment anticiper des baisses beaucoup plus marquées des bénéfices que ce qu'on voit pour le moment dans les graphiques. Et donc on voit que finalement avec le fort rebond des cours boursiers qu'on a eu ces dernières semaines, on est revenu à des niveaux de valorisation par rapport aux bénéfices de 2019 qui sont là autour des 17-18, mais par rapport aux bénéfices de 2020, on est revenu à mon avis bien au-delà des 20 fois les bénéfices 2020 en tenant compte de la baisse que l'on va avoir sur les bénéfices. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on a des niveaux de valorisation qui sont de nouveau élevés, voire très élevés au vu du contexte. Et en plus de ça, on a quand même encore beaucoup d'incertitudes aujourd'hui quant à la reprise économique et éventuellement à une dégradation qui pourrait y avoir sur l'économie mondiale. Il y a encore énormément de signes noirs, on va dire, qui pourraient arriver. Donc on a quand même un niveau de risque qui a augmenté par rapport à avant. Voilà, donc ça c'est le premier constat, c'est que encore une fois, on est revenu sur des niveaux de valorisation très élevés au vu des baisses de bénéfices et d'un contexte qui est quand même un contexte économique qui est quand même à risque. Voilà. Et ce que je vous ai mis à côté, c'est un autre graphique qui montre l'évolution
de la même manière, non pas du S&P dans son ensemble, mais juste de la partie tech des sociétés technologiques du S&P. Et en fait, on voit que c'est ça qui a fait tenir et fortement rebondir les marchés. C'est que sur les sociétés tech, on avait clairement une valorisation qui était déjà également très élevée, puisqu'on était au-delà des 23-24 fois les bénéfices avant le crack. Et on voit qu'on est remonté à au-delà des 20 fois et que finalement la baisse avait été assez limitée sur les valeurs tech. Et en fait, ça s'explique parce qu'il y a beaucoup de tech, et notamment les GAFA américaines, qui profitent quand même du contexte actuel. Voilà, donc c'est une des raisons, à mon avis, pour lesquelles le marché américain a beaucoup moins corrigé, notamment que le marché européen, parce qu'on a toutes ces valeurs techno qui tiennent très bien le marché et qui sont encore à des niveaux de valorisation élevés. Voilà. Et enfin, un dernier graphique que je trouve intéressant également sur le point des marchés actuellement, c'est l'écart que l'on a sur l'évolution des valeurs plutôt de croissance, donc growth, versus les valeurs plutôt value, donc les bons rapports qualité-prix, on va dire. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que déjà dans les deux précédentes crises, donc dans la crise de 2000 et dans la crise de 2008, on avait eu des baisses beaucoup plus marquées des valeurs de croissance par rapport aux valeurs value, parce que d'ailleurs ces dernières avaient monté de façon beaucoup plus importante, notamment évidemment pendant la bulle de l'an 2000, mais également, alors finalement entre 2001 et 2008, on avait plutôt une meilleure performance des values par rapport à la croissance, mais malgré tout, le crack a davantage corrigé les valeurs de croissance que les valeurs value. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que depuis à peu près 2010-2011, il y a une surperformance qui est très importante des valeurs de croissance par rapport aux valeurs value, et du coup, j'aurais tendance à penser qu'en cas de crack un peu plus fort sur les marchés, on pourrait quand même à un moment donné avoir une correction plus importante sur les valeurs de croissance que sur les valeurs value. Bon, ça c'est simplement en tenant compte un peu des deux précédents cracks. Bon, la bulle Internet était un petit peu particulière parce que là les valeurs de croissance étaient arrivées à des niveaux complètement stratosphériques, mais on pourrait quand même avoir un peu le même type de comportement en cas de baisse un peu plus prolongée des marchés boursiers. Voilà. Donc maintenant, par rapport à ce constat, par rapport à la situation actuelle des marchés, pour construire mon portefeuille, j'ai du coup j'en ai déduit plusieurs stratégies. La première, c'est qu'évidemment, au vu des valorisations qui sont encore assez élevées, voire très élevées, notamment sur le marché américain, j'ai décidé de garder une stratégie défensive sur mon portefeuille. Donc on le verra, je garde encore pas mal de cash sur le portefeuille et j'ai quand même des actions dites défensives pour réduire mon bêta, ce qu'on verra tout à l'heure lorsqu'on verra un peu comment est construit mon portefeuille. Le deuxième point important, c'est que, comme on a pu le voir notamment sur la tech américaine qui s'est bien comportée jusqu'à maintenant et qui a permis aussi un fort rebond des marchés, le marché réagit de façon très différente en fonction des secteurs d'activité. On voit que par exemple, il y a des secteurs, notamment évidemment dans l'aéronautique, dans l'automobile, qui ont énormément corrigé, et à contrario, on a d'autres secteurs d'activité qui ont beaucoup moins corrigé. Donc en fait, on n'a pas forcément une baisse évidemment aussi marquée sur tous les secteurs, voire même les baisses sont très disparates en fonction des secteurs d'activité. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'avoir une stratégie de construction de portefeuille plutôt par secteur d'activité, plutôt par exemple que par zone géographique. Puisque ce qu'on constate, c'est que de la même manière, les bourses sont évidemment corrélées entre elles, mais c'est surtout les secteurs d'activité qui sont corrélés entre eux. C'est-à-dire que si le secteur, par exemple, de l'énergie baisse fortement aux US, on voit qu'ils baissent de la même ampleur sur le marché européen et inversement. Et ceux qui rebondissent bien dans une région géographique, les secteurs qui rebondissent bien sur une région géographique rebondissent également très bien sur les autres secteurs. Donc c'est vraiment les secteurs d'activité qui vont avoir leur évolution propre en fonction des anticipations de marché. Donc j'ai plutôt décidé d'avoir une construction portefeuille par secteur d'activité. Enfin, troisième point, par rapport au graphique qu'on a vu tout à l'heure, je reste sur une orientation value sur la construction de mon portefeuille. C'est-à-dire je privilégie vraiment les valeurs qui ont à bon prix, on va dire, par rapport à leur croissance, versus les valeurs de croissance qui n'ont pas finalement trop corrigé encore sur les marchés. Donc voilà, aujourd'hui on a quand même des valeurs qui ont bien corrigé, donc je reste clairement sur une orientation value, et je pense également qu'en cas de correction plus marquée des marchés, peut-être que ce sera pour le coup plus la croissance, les valeurs de croissance qui subiront davantage en cas de dégradation forte des marchés, comme on a pu le voir sur les précédentes crises du marché boursier. Et enfin, je garde évidemment une bonne diversification de mon portefeuille, puisque je garde au moins une trentaine de valeurs dans mon portefeuille, et aucune valeur fait plus de 10% de mon portefeuille pour éviter tout risque spécifique sur une valeur en particulier. Voilà, donc maintenant sur la stratégie au niveau des secteurs d'activité, là j'ai repris un peu la liste des différents secteurs qu'on retrouve sur le marché, et donc une première analyse que j'ai pu faire en fonction de chacun des secteurs, et du coup la pondération que j'ai mis dans mon portefeuille par rapport à ces différents secteurs d'activité, au vu du contexte évidemment compliqué qu'on a actuellement. Donc au niveau de l'énergie,
Comme vous l'aviez pu voir sur une de mes dernières vidéos, j'avais pris pas mal de valeurs, notamment dans le pétrole, avec même des trackers directement sur le pétrole et quelques valeurs pétrolières. Sur les valeurs pétrolières, il y a eu un très fort rebond ces dernières semaines, donc j'ai décidé de solder une bonne partie des valeurs pétrolières, et du coup globalement sur l'énergie, je suis assez pessimiste sur le fait qu'on ait un rebond durable à court moyen terme, on va dire, étant donné qu'on a déjà eu un rebond assez fort des pétrolières et que le cours des barils est au plus bas. Quand on voit le WTI, je crois qu'on est passé sous les 18 $ vendredi. Donc voilà, je suis assez pessimiste sur le fait qu'on puisse rebondir encore énormément sur les valeurs pétrolières, au vu quand même du contexte de la consommation du baril qui va rester très faible quand même assez longtemps. Voilà, on voit notamment le transport aérien qui va quand même être affecté pendant plusieurs mois par le confinement, et du coup il est quand même fort probable qu'on reste quand même sur des prix très faibles sur l'énergie et une consommation qui va fortement diminuer. Donc je vois pas trop comment on pourrait avoir un rebond beaucoup plus marqué sur les pétrolières que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Pour le coup, les pétrolières ont beaucoup plus rebondi que le prix du baril lui-même. Donc à un moment donné, il doit quand même y avoir une corrélation entre les deux. Donc voilà, aujourd'hui je reste assez prudent sur ce secteur d'activité-là. Deuxième secteur d'activité, matériaux de base. Alors généralement le matériau de base, c'est des sociétés qui sont assez endettées, à fort bêta, c'est-à-dire qu'elles réagissent par rapport au marché boursier, elles ont un fort levier, on va dire, et du coup je pense que c'est encore un peu trop tôt vu du contexte. En cas de baisse prolongée des marchés, c'est des sociétés probablement qui seraient abaissées encore assez fortement. Troisième point, les valeurs industrielles. Alors les valeurs industrielles, c'est un peu au cas par cas, c'est un peu un fourre-tout, on va dire. Donc là je fais plutôt de l'analyse au cas par cas. Il peut y avoir des sociétés intéressantes, donc j'en ai quelques-unes en portefeuille, vous verrez juste après. Voilà, mais globalement c'est pas un secteur que je surpondère pour le moment. Ensuite on a la consommation cyclique. Alors la consommation cyclique, c'est notamment la vente de véhicules, donc tout ce qui est automobile, c'est le transport aérien. Donc là clairement sur ces activités-là, je pense que c'est évidemment celles qui vont être le plus marquées par le contexte actuel. Bon, pour le moment je reste vraiment à l'écart, et notamment sur l'automobile où j'avais quand même pas mal de valeurs avant le crack. J'en ai plus que quelques-unes, mais vous allez le voir, c'est à la marge de mon portefeuille et je reste assez éloigné pour le moment de ce secteur-là, même si les valorisations commencent à être vraiment intéressantes. On n'est pas à l'abri d'avoir encore des baisses, d'autant plus que sur la consommation cyclique. Je pense qu'autant sur la consommation un peu moins cyclique, on peut avoir un effet rattrapage lorsqu'on sortira de confinement, autant sur la consommation cyclique, sur les gros investissements des particuliers, notamment l'automobile, la construction de maisons, voilà, les gros investissements, on l'avait vu également sur la précédente vidéo. Je pense que ça va prendre quand même beaucoup plus de temps à revenir à la normale, donc on n'est quand même pas à l'abri d'avoir une poursuite de la baisse sur ces secteurs d'activité-là. Le troisième secteur, c'est la consommation non cyclique. Alors celle-là, elle est beaucoup moins exposée, c'est par exemple tout ce qui est alimentaire, donc là évidemment, elle peut même en profiter un petit peu. Par contre, je trouve que les valorisations sont quand même encore assez élevées sur ces valeurs-là. On est souvent, parfois même dans les... Alors il y a le secteur comme le luxe, je sais pas trop où on le met, est-ce que c'est peut-être consommation non cyclique, mais voilà, typiquement on est quand même encore sur des valorisations assez élevées. Pour beaucoup d'entre elles, elles n'ont pas énormément corrigé, donc c'est un secteur qui peut être intéressant au cas par cas, mais pareil, je ne mets pas trop encore de valeur sur ce thème-là, puisque je trouve qu'on n'est pas encore sur des points d'entrée super intéressants. Donc au vu du contexte, je trouve qu'on a d'autres secteurs qu'on va voir juste après, où on a des points d'entrée qui me semblent plus intéressants actuellement. On a donc les services financiers. Alors là j'ai mis 2+, alors c'est très contre-intuitif et c'est très contrariant, on va dire, par rapport à ce qui est dit actuellement sur les marchés financiers, c'est-à-dire qu'on dit évidemment qu'il faut éviter à tout prix notamment les bancaires et les assurances parce qu'elles sont en première ligne du contexte des difficultés actuelles des sociétés. C'est probablement vrai, évidemment qu'il va y avoir des défauts de paiement qui vont impacter notamment directement les banques, évidemment que les banques vont avoir également des dépréciations d'actifs parce qu'elles ont des positions sur le marché qui vont évidemment être en baisse, donc ça risque d'avoir un impact sur leurs comptes, mais je pense qu'on a quand même un soutien majeur qui sont les banques centrales, qui vont évidemment tout faire pour éviter toute faillite bancaire, et au vu des valorisations qui sont actuellement très faibles sur les valeurs financières, donc je pense notamment aux bancaires, aux assurances et également aux foncières cotées, je pense qu'il y a quand même un coup à jouer. En tout cas, je trouve qu'il y a des beaux points d'entrée actuellement sur ce marché-là. Encore une fois, c'est très contrariant, c'est quand même assez risqué, mais je pense qu'avoir quelques valeurs aujourd'hui financières peuvent être un bon pari. En tout cas, sur le long terme, on peut quand même avoir des beaux points d'entrée notamment actuellement, et donc vous verrez que mon portefeuille a quelques valeurs du service financier. On a ensuite la santé, donc la santé évidemment est peu exposée aux difficultés actuelles, voire même peut-être un peu en profiter un petit peu, mais un peu comme les valeurs de consommation non cyclique, je les trouve quand même avec des valorisations encore assez élevées.
On a ensuite la techno, donc la technologie. Alors la techno, c'est surtout sur le marché américain, donc là j'y vais pas du tout, parce que je considère que les valorisations sont encore très élevées sur la tech américaine. Donc aujourd'hui, j'ai pas de valeur sur la tech américaine, mais bon, c'est vrai que c'est les sociétés clairement qui sont les plus solides actuellement. Par contre, c'est sûr que s'il y a une récession qui s'engage de façon un peu plus marquée dans le temps, même les valeurs techno, de toute façon, vont subir la baisse à un moment donné. Donc voilà, moi aujourd'hui, je reste à l'écart de ces domaines-là. Et enfin, il y a les télécoms et les services aux collectivités, qui peuvent être des marchés également à voir au cas par cas, mais dont les valorisations sont encore assez importantes pour les télécoms, même si elles ont profité un peu du contexte actuel, et les services aux collectivités qui ont encore des forts taux d'endettement. Voilà, bon, globalement, après il y a également les médias, vous verrez que j'ai pas mal de sociétés médias, alors je sais pas trop dans quel secteur d'activité on peut les classer, les médias, peut-être dans la consommation non cyclique. Donc les médias évidemment se financent, en tout cas le revenu des médias vient de la publicité essentiellement, et du coup la publicité de tous les acteurs. Donc je pense que c'est assez, finalement les médias, ça représente un peu le marché dans son ensemble, puisque c'est pas dépendant d'un secteur particulier, c'est plutôt voilà, l'ensemble des sociétés qui vont être amenées à faire de la publicité. Donc je pense que autant, bon évidemment leurs clients dans les valeurs cycliques, bah, les médias risquent de subir un petit peu. Typiquement les sociétés automobiles feront probablement beaucoup moins de publicité. Par contre dans l'alimentaire, étant donné que le contexte est plutôt favorable pour les sociétés alimentaires, elles vont peut-être renforcer leur campagne publicitaire. Voilà, donc les médias, je les situe un peu en consommation non cyclique, entre cyclique et non cyclique, on va dire. Elles ont réparti leurs revenus entre ces deux secteurs d'activité là. Voilà, donc les médias, pour le coup, je trouve que c'est des beaux points d'entrée, puisqu'on a eu des grosses baisses marquées, et que je les trouve quand même beaucoup moins risqués que des pures valeurs cycliques. Voilà. Donc maintenant, comment est construit mon portefeuille? Donc là, je vous présente la composition de mon portefeuille par secteur d'activité, et après on ira directement dans la liste des valeurs. Donc par secteur d'activité, en fait, je vous l'avais déjà présenté le 28 mars. Donc là, c'est plus une mise à jour par rapport au 28 mars et les quelques mouvements que j'ai pu faire entre le 28 mars et donc fin de semaine dernière. Donc globalement, j'ai eu quelques mouvements, mais pas énormément non plus. Globalement, j'ai un peu renforcé la poche qu'on appelle trading. Donc vous verrez un peu de quelle valeur est constituée cette poche-là trading, mais c'est pour profiter une fois de plus de la volatilité des marchés. Donc c'est des valeurs qui sont très défensives et qui gagnent de l'argent quand les valeurs quand le marché est volatile. Donc j'ai un petit peu renforcé ces valeurs-là, mais en fait c'est aussi la hausse de ces valeurs-là qui fait que leur pondération, on est un peu au-delà des 17%. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà des premières valeurs short du marché américain. J'ai légèrement renforcé mes shorts sur le S&P 500. Alors évidemment, il y a eu un fort rebond ces derniers jours, donc ça m'a mécaniquement fait une baisse sur mon portefeuille. Mais d'un autre côté, j'avais mes valeurs type bancaire, immobilier coté, pétrole également, là pour le coup que j'ai bien réduit, mais qui ont bien rebondi ces derniers jours. Donc ça m'a très largement évidemment compensé la baisse des shorts que j'avais sur le S&P 500. Voilà, mais là, bon, là encore une fois, comme on est revenu quand même à des niveaux de valorisation importants, je garde mes shorts pour le moment pour protéger une partie de mon portefeuille. J'ai ensuite l'or où j'avais vraiment un peu moins de 2%, que j'ai renforcé à un peu plus de 4%. Je renforce au fur et à mesure un peu l'or, comme je vous l'avais dit, et également dans les précédentes vidéos, parce que voilà, au vu des quantitative easing qui sont mis en place par les différentes banques centrales, je pense que l'or, on est quand même sur une vraie valeur refuge, et à un moment donné, on n'est quand même pas à l'abri d'avoir un petit peu d'inflation au vu de l'injection monétaire qu'il y a sur le marché, qui n'est pas forcément corrélée à la croissance du PIB des pays. Donc à un moment donné, ça va, je pense, mécaniquement faire dévaluer un petit peu la monnaie, même si on n'est pas, de mon point de vue, on n'ira pas du tout en hyperinflation, puisqu'on n'est pas du tout encore sur une impression massive directement chez les particuliers. C'est-à-dire que l'impression monétaire va plutôt aujourd'hui dans l'émission de dette ou le rachat de dette corporate ou étatique. Mais on est plus là, l'impression monétaire est plus là pour sauver les banques et pour éviter les défauts de remboursement de crédit, mais on n'est pas non plus sur une émission de monnaie directement au sein des particuliers. Donc je ne crois pas clairement à une hyperinflation. Par contre, quand même, avoir un peu plus d'or peut avoir du sens pour se protéger en cas de dévaluation monétaire, et ça fait quand même office de valeur refuge. Et enfin, donc le pétrole, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même réduit un peu mes positions, enfin même assez fortement mes positions au pétrole. J'étais monté à quasiment 10% entre les trackers et les valeurs, et là j'ai plus que 1% de valeur pétrolière. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu mes valeurs pétrolières il y a un peu plus d'une semaine, quand pour la plupart d'entre elles, notamment Total et Shell, avaient bien rebondi, et les trackers, je les ai complètement vendus vendredi, et ça c'est lié au fait que les trackers avaient beaucoup moins baissé que le prix du baril, parce qu'en fait les trackers sont liés plutôt aux futurs sur le baril, et on voit que les futurs, eux, n'ont pas trop baissé. Donc je crois que les futurs du WTI sont restés aux alentours des $25, alors que le cours du mois d'avril
on avait le WTI qui était tombé donc comme je le disais, à quasiment 18$. Et en fait, ce gap-là, je pense qu'à un moment ou à un autre, il y a quand même des risques qui se matérialisent, même sur les futurs. Et du coup, j'ai décidé de solder tous mes trackers, pour le moment, tous mes trackers pétroliers, au vu de la baisse importante du prix. Et finalement, voilà, ça s'est pas encore concrétisé sur le fait futur. Donc j'ai fait une petite plus-value très légère là-dessus. J'en ai profité pour solder au cas où, encore une fois, on est les futurs du WTI qui se dégradent sur les jours à venir. Voilà, donc ça c'est vraiment dans la répartition sectorielle. Donc il n'y a pas énormément de mouvements, mais on reste sur un portefeuille quand même assez défensif. Et là, donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer concrètement de quoi est constitué le portefeuille. Donc là, vous voyez, en fait, ça c'est la liste de toutes les actions que j'ai en portefeuille. Donc il y en a quand même beaucoup. Vous connaissez un peu ma stratégie qui consiste à diversifier quand même pas mal mon portefeuille pour éviter les risques spécifiques sur une valeur, premièrement. Et deuxièmement, vous savez aussi que je crois beaucoup en l'efficience des marchés. Alors même si là, vous voyez que j'ai pris quand même des partis pris sur les secteurs d'activité, j'essaie aussi d'être assez défensif, donc ça prouve que j'essaie de faire un peu de market timing aussi, mais malgré tout, je pense qu'aller choisir une valeur spécifique sur un secteur d'activité, c'est quand même très compliqué. On a des chances de se tromper, et les marchés étant quand même assez efficients, passer beaucoup de temps à analyser une valeur en particulier, ça ne donnera pas forcément de meilleurs résultats, donc je préfère diversifier un peu, c'est-à-dire chacune des valeurs, je les ai quand même analysées, mais pas forcément énormément dans le détail, et à la limite, quand j'hésite entre 2-3 valeurs, je préfère prendre les 2-3 valeurs directement, comme ça je limite un peu le risque spécifique. Là, je vous les classe par la manière dont j'ai géré ces différentes valeurs, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre de valeurs que j'ai depuis plusieurs, que j'avais sur le long terme, donc j'ai gardé avant même le crack, évidemment, certaines d'entre elles que j'ai même depuis plusieurs années, donc c'est toutes les valeurs qui sont en verte. Donc c'est vraiment les valeurs que j'ai déjà depuis un certain temps. Ensuite, j'ai les valeurs en bleu, c'est les valeurs que j'ai appelées d'arbitrage, c'est-à-dire c'est des arbitrages que j'ai fait, donc soit d'autres valeurs que j'ai vendues au moment du crack, donc il y a 2-3 semaines, pour me positionner sur les valeurs qui étaient en bleu parce qu'on avait des points d'entrée qui me semblaient vraiment intéressantes. Donc là, encore une fois, c'est des valeurs vers lesquelles j'ai arbitré assez récemment. Et enfin, les valeurs en orange, c'est plutôt des valeurs que j'appelle tactiques, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément là pour être gardé sur le très long terme, mais plutôt pour jouer un peu la situation actuelle et me protéger un peu par rapport au marché actuel. Donc on a notamment évidemment le short sur le S&P et mes valeurs plutôt trading que j'ai renforcées pour profiter un peu de la volatilité. Donc ça c'est plutôt tactique. Donc celles long terme en bleu et en vert, c'est vraiment les valeurs que je vais a priori pour la majorité d'entre elles essayer de garder vraiment sur le long terme. Et encore une fois en orange, peut-être que certaines d'entre elles je garderai malgré tout, mais a priori il y en a quand même, évidemment la poche cash est amenée à être investie, le short sur S&P est amené à être vendu à un moment donné, et évidemment les différentes valeurs de trading, là je suis à 17,8% en valeur de trading, cette poche est évidemment amenée à être réduite dans les prochains mois. Voilà, donc ça c'est plutôt tactique, c'est-à-dire que je les garderai pas forcément très longtemps, mais encore une fois c'est au vu du contexte actuel. Voilà, donc maintenant si je rentre un peu plus dans le détail des valeurs, j'ai fait également un calcul de bêta, alors je l'appelle bêta approximatif. En fait c'est simplement, j'ai voulu calculer en fait le bêta, donc je sais pas si ça vous parle à tous, mais globalement le bêta c'est pour comparer en fait l'évolution historique de sa valeur par rapport au marché dans son ensemble. En fait c'est un peu le levier qu'on a sur chacune de ces valeurs, donc c'est évidemment très approximatif là les chiffres que j'ai mis, c'est pour avoir un ordre de grandeur. En fait, si vous voulez globalement un bêta 1, ça veut dire qu'en règle générale, c'est une valeur qui, si le marché fait plus 2, la valeur va faire plus 2 et inversement. Si le marché fait moins 2, la valeur va faire moins 2. C'est-à-dire, a priori, on n'a pas un gros levier sur cette valeur. Le risque est, on est sur un risque moyen par rapport au marché. Les sociétés qui sont inférieures à 1, c'est-à-dire qu'a priori, on a un risque qui est inférieur à la moyenne du marché. Typiquement, les valeurs alimentaires, je considère qu'elles sont un peu moins risquées que la moyenne du marché actuellement, c'est-à-dire qu'il est probable qu'un STEF, par exemple, évolue moins défavorablement en cas de baisse marquée, mais du coup rebondira également moins fort en cas de rebond marqué des marchés. En revanche, les valeurs type automobile, elles, on a plutôt un levier de 2, c'est-à-dire que si le marché continue à baisser, elles vont encore baisser encore plus fort, et inversement, en cas de rebond, on va avoir des forts rebonds sur les sociétés dont le bêta est supérieur à 1. Donc on a par exemple les valeurs automobiles, évidemment, qui ont des bêtas supérieurs à 1, les bancaires assurances, j'ai mis un bêta aux alentours des 2, on a également l'immobilier coté qui a été massacré ces dernières semaines, qui a un levier également de 2. Par contre, de la même manière, si les marchés continuent à baisser fortement, il est quand même probable qu'on ait des baisses encore plus marquées sur ces valeurs-là, puisque c'est des valeurs qui sont très endettées. Donc en fait, le bêta, globalement, c'est le levier des valeurs au regard, en relatif par rapport au marché.
Voilà, donc maintenant, comment j'ai construit mon portefeuille? Donc, comme je le disais, on va retrouver donc quelques valeurs alimentaires dans Poulaillon, par exemple, et Steph. Dans Poulaillon, c'est une petite small cap, je vous laisse regarder par vous-même. Steph, c'est plutôt un peu plus une middle cap, on va dire, qui est leader dans le transport frigorifique des produits alimentaires. Voilà, donc ça, c'est assez défensif. Ça a d'ailleurs assez bien rebondi ces dernières semaines. Ensuite, on a des valeurs automobiles. Donc, vous voyez, les valeurs automobiles, elles sont en vert, c'est-à-dire c'est des valeurs que j'avais déjà avant le crack. Donc, j'en avais d'autres, j'en ai soldé pas mal pour faire justement les arbitrages. J'en ai gardé 3, Aquel et Bélier qui ont un excellent bilan, c'est-à-dire ces sociétés qui sont très peu endettées, et Bélier qui fait même l'objet d'une OPA actuellement. Alors bon, évidemment, vu du contexte, on n'est pas sûr que l'OPA tienne, mais bon, voilà, donc le Bélier, je l'ai même mis un bêta de 1, c'est-à-dire qu'elle réagit assez peu par rapport au marché au vu du contexte. Voilà, par contre, Plastivaloir et Aquel, c'est évidemment des valeurs beaucoup plus risquées, et notamment Plastivaloir qui est une société très endettée, donc on pourrait même le levier peut-être plus important sur Plastivaloir. Ensuite, donc on a toutes les bancaires, donc là je l'ai fait pas de façon aléatoire mais quasiment, c'est-à-dire il y a eu vraiment des points d'entrée quasiment, on est quasiment tombé à un plus bas pour certaines d'entre elles, on a touché les points bas de 2008, on a eu des prix sur ActiveNet à 0,2, 0,3, des cours sur dividendes, alors évidemment les dividendes de 2019 mais qui étaient aux alentours des 10-15%, voilà, donc là c'était plus des prises de position long terme encore une fois, au vu des baisses marquées qu'il y a eu les dernières semaines. Voilà, je ne vais pas réexpliquer mon point de vue sur les bancaires, évidemment c'est risqué, mais je pense qu'on va quand même avoir un soutien des banques centrales très importante. Ensuite, on a les valeurs que j'appelle cash net. Bilan cash net, en fait, c'est des valeurs qui aujourd'hui cotent quasiment à leur trésorerie nette. Donc, celle-là, pareil, c'est des valeurs que j'avais déjà avant le crack, que j'ai gardées. Leur bêta, je l'ai mis à 0,5 parce que du coup, c'est des valeurs qui sont beaucoup moins risquées que le marché dans son ensemble, étant donné qu'un cote quasiment leur cash net. Il n'y a pas de risque non plus de baisse trop importante, même si les baisses du marché continuaient. Par contre, inversement, comme elles ont un peu moins corrigé aussi que les autres, en cas de rebond des marchés, c'est des valeurs qui rebondiront beaucoup moins. Bon, évidemment, j'ai la poche cash avec du coup un bêta à 0, évidemment. Ensuite, j'ai les immobilières cotées, donc avec notamment Unibail, Clépierre et Covivio. Donc, je me suis concentré plutôt sur des valeurs premium. J'ai également une petite ligne Carmignac que je vous avais présentée dans la précédente vidéo, qui est probablement beaucoup plus risquée que les 3 autres. Voilà, j'ai mis un petit peu moins sur Carmignac que sur les 3 autres qui sont des valeurs beaucoup plus premium. Alors encore une fois, hein, l'immobilier coté c'est évidemment risqué, on a un fort bêta, il y a du levier, c'est des sociétés endettées, le contexte n'est pas du tout favorable. Maintenant, on a eu quand même des super bons, à mon avis, points d'entrée. Donc là, pareil, comme toutes les valeurs en bleu et en vert, c'est vraiment des positions long terme. Donc ça peut continuer évidemment à baisser en cas de correction des marchés, mais je pense que sur le long terme, il y a quand même c'est des valeurs pour le coup, en cas de reprise du marché qui vont évidemment fortement rebondir. Ensuite, j'ai des valeurs industrie, construction et informatique. Donc là, il y a un peu tout. C'est plutôt des petites valeurs que j'avais également déjà avant le crack du marché. Toutes d'entre elles, ce sont des valeurs qui ont des bilans qui sont pour la plupart très sains. Des Instalux, des Infotel, des Neuron. Ce sont toutes des sociétés qui ne sont pas endettées, qui ont même une trésorerie nette positive. Donc, qui ne sont pas trop risquées. Alors évidemment, celles dans l'industrie de construction, SFPI, Instalux, sont peut-être un peu plus risquées au vu du marché, au vu du contexte. Maintenant, elles ont des très bons bilans, donc j'ai aucun doute sur le fait qu'elles passent la crise actuelle. Donc là, pareil, je les garde vraiment sur des perspectives long terme. Évidemment, j'ai eu des fortes baisses, notamment sur SFPI et Instalux, pendant la baisse là, du début du mois de mars. Voilà, donc celles-là, je les porte pour le moment sur le long terme. Et ensuite, donc, j'ai pas mal de valeurs sur lesquelles je me suis positionné, encore une fois, ces dernières semaines, avec la baisse importante. Notamment des valeurs dans les médias, avec TF1, Métropole TV, donc qui est M6, Planète, donc là pour le coup qui est une toute petite small cap, Focus Interactif qui a bien rebondi. Voilà, donc là c'est plutôt médias, divertissement. En fait, toutes d'entre elles ont eu des points d'entrée intéressants. Comme je disais tout à l'heure, les médias, je pense, évidemment sont exposés à la crise actuelle de par leur activité de publicité. Donc c'est souvent les premiers budgets qui sont coupés par les différentes entreprises. Maintenant, je pense que, voilà, encore une fois, sur un raisonnement assez long terme, c'est quand même des valeurs qui devraient rebondir et elles ne sont pas non plus les plus exposées. C'est pas des cycliques purs comme par exemple des valeurs automobiles. Donc on a eu des bons points d'entrée en ayant une perspective encore une fois long terme. Voilà, une valeur dans le médical, Ipsen, je trouve qu'il avait pas mal baissé et qui pour le coup était pas trop cher par rapport aux autres. Dans l'or, donc comme je vous disais, j'ai à peu près maintenant 5%. J'ai découpé ma position dans l'or entre ETF direct, ETF or directement, et également un ETF plutôt sur les producteurs d'or, donc qui est aussi un peu plus risqué, les producteurs, hein, on a un plus fort levier par rapport à la valeur intrinsèque de l'or, on va dire. Sur le pétrole, j'ai encore une valeur qui est tout simplement l'ETF russe de l'Ixor, qui est essentiellement composé de valeurs pétrolières sur le marché russe. Voilà. Et enfin, toutes mes valeurs plutôt de trading, bon évidemment mon short sur le S&P et des valeurs de trading
avec ABC Arbitrage, Flow Trader, VL & Company et Virtu Financial. Donc ça pèse quand même plus de 17% de mon portefeuille actuellement, et encore une fois c'est des valeurs qui devraient très bien gagner leur vie cette année, sauf cas particulier, donc c'est pour ça qu'il faut toujours diversifier, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise même sur ces valeurs là, mais voilà, au vu de la volatilité elle devrait bien performer. Flow Trader a très bien, se comporte très bien depuis le début de la crise, donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai un peu surperformé le marché depuis le début de la baisse, c'est grâce à ce type de valeur qui s'est bien comporté. Flow Trader je les avais déjà avant le crack, donc j'en ai bien profité. Voilà, donc globalement en fait ce qui est important de voir quand on construit un portefeuille comme ça, au-delà des différents secteurs d'activité, au-delà du nombre de lignes qu'on a, etc., c'est justement ce calcul de bêta que je trouve très important, puisque ça vous permet de vous donner quand même une sensibilité sur votre exposition. Et là, en fait, quand on combine le bêta par rapport à la... Alors là, je vous ai pas mis le montant que j'ai sur chacune de ces lignes, c'est pas le but, c'était plus que vous puissiez voir comment j'ai construit le portefeuille et de quelle valeur est constitué le portefeuille. Là, l'idée, c'est plus de vous montrer le bêta, donc le levier calculé, donc qui est tout simplement le bêta que j'ai à peu près estimé par valeur, multiplié par le montant que j'ai sur cette valeur, voilà, et rapporter tout au montant complet de mon portefeuille. Et du coup, j'arrive à un levier, un bêta moyen qui est à peu près à 0,5. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que j'ai un portefeuille qui est quand même très défensif actuellement, et que du coup, en cas de baisse des marchés sur les prochains jours, les prochaines semaines, probablement que je baisserai un peu moins que les marchés, puisque je suis défensif, notamment avec le short qui va compenser, mes valeurs de trading qui devraient bien réagir, comme l'indiquent là les bêtas à peu près que j'ai évalués. Par contre, en cas de rebond prolongé des marchés, je serai également moins bon en termes de reprise. Et d'ailleurs, je l'ai vu ces derniers jours, notamment vendredi, où on a eu le S&P et le CAC 40 qui ont fait plus 3, plus 4. Moi, j'ai fait à peine plus 1%. Donc, j'ai calculé un bêta de 0,5, mais finalement, il est peut-être même légèrement en dessous de 0,5. Donc voilà, mon portefeuille est actuellement très défensif. Voilà, donc ça correspond bien à la stratégie que je voulais mettre en place au départ. Voilà, et donc maintenant, pour finir, les perspectives un peu que j'ai par rapport à ce portefeuille. Donc, les perspectives, c'est évidemment, j'attends sur les prochaines semaines plutôt une baisse des marchés. Et du coup, j'attends cette baisse pour commencer à renforcer sur des valeurs plutôt industrielles, à bêta un peu plus importante, ou alors renforcer mes valeurs que j'ai actuellement en portefeuille. Donc voilà, investir la partie du cash que j'ai, réduire mes lignes plutôt orientées trading, et réduire également évidemment mon short S&P pour reprendre des valeurs un peu plus risquées. Donc ça, j'attends évidemment une baisse des marchés, je le ferai progressivement comme je l'avais expliqué dans les dernières vidéos. Mais voilà, aujourd'hui, au vu du contexte, je reste quand même assez défensif. Deuxième perspective, c'est plutôt de continuer un peu à augmenter mon exposition à l'or. Alors je suis vraiment pas un fan de l'or parce que je considère que c'est un actif improductif. L'avantage malgré tout c'est que ça suit l'inflation à minima, mais voilà, ça verse pas de dividendes, ça verse pas d'intérêt, donc je suis quand même pas fan de ce type de valeur, clairement. Maintenant c'est vrai que d'avoir à peu près 10% d'or dans son portefeuille, quand on a des crises comme aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même utile. Donc voilà, pour un petit peu augmenter, pour avoir un portefeuille qui reste toujours un peu défensif, avoir 5 à 10% de son portefeuille en or reste quand même une bonne stratégie, et je pense que je l'augmenterai un petit peu. J'attends quand même une baisse un peu plus marquée des marchés, puisqu'on voit quand même que quand les marchés baissent, l'or souvent prend un peu la même baisse sur au démarrage des baisses, donc je continue j'attends un peu quand même une baisse plus prolongée pour augmenter mon exposition sur l'or. Troisième perspective, c'est donc réduire mes poches, mes positions short sur le S&P, pour déjà éviter une perte de valeur dans le temps. Alors, je vous ai peut-être pas fait encore de vidéo sur les valeurs à effet de levier comme celui que j'ai, qui est un short à x2 sur le S&P, mais vous avez des effets de perte de valeur dans le temps, donc évidemment, c'est pas des lignes qu'il faut garder trop longtemps. Donc ça, évidemment, mon objectif, c'est de pouvoir les réduire assez rapidement, et plutôt également, si je vais être amené à réduire mon bêta, plutôt augmenter ma poche cash que prendre des produits dérivés type short de S&P qui encore une fois perdent de la valeur dans le temps. Et enfin, réduire quand même le nombre de transactions et réduire le market timing. Voilà, c'est-à-dire que là, je tente quand même pas mal de market timing, comme vous pouvez le voir ces dernières semaines, et on se rend compte encore une fois de plus que rien n'est simple, puisqu'on a eu un fort rebond ces dernières semaines que peu de personnes avaient vraiment anticipé, puisque beaucoup pensent que voilà, les marchés vont continuer à corriger assez fortement, dont évidemment je fais partie, mais voilà, j'ai quand même tenté un peu de market timing en allégeant mon portefeuille, et finalement on se rend compte que c'est pas aussi simple. Donc voilà, mon objectif c'est de revenir sur une stratégie plus passive que ce que j'ai pu avoir ces dernières semaines. Ça fait partie évidemment de mes objectifs à court moyen terme.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire, vous a plu. Encore une fois, l'idée c'était de vous présenter le portefeuille dans son ensemble. Évidemment, ne suivez pas l'achat des valeurs que j'ai faites, c'était vraiment à titre d'exemple, c'est pour vous montrer ce que j'ai moi comme valeur en portefeuille. Je vous invite évidemment à faire vos propres analyses, il n'y a absolument rien de sûr dans ce que j'ai pris en portefeuille, dans ma vision du marché. Je peux complètement me planter, donc surtout ne faites confiance qu'à vous-même, quelque part, faites vos propres analyses. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. La prochaine vidéo, comme je vous l'avais dit, sera plutôt sur la performance que j'ai eue ces dernières années sur mon portefeuille et également depuis le début de l'année pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. Désolé, je réponds pas forcément très vite aux commentaires. Voilà, j'ai pas mal d'activités en parallèle, donc voilà, j'essaie d'y répondre au plus tôt, mais c'est pas forcément dans l'immédiat. Voilà, n'hésitez pas si vous avez encore une fois des remarques, des commentaires, des réflexions, c'est toujours les bienvenus. Et puis je vous dis à très bientôt.